Bonjour, mon nom est Marie-Christine Guilbert. Je suis pathologiste à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont à Montréal, qui est situé au Canada. Je suis spécialisée en pathologie mammaire et ma session va porter sur des installations de laboratoire et des enjeux de sécurité qui sont associés au travail en laboratoire. Donc, voici les objectifs de la session. À la fin du module, nous voudrons que vous soyez en mesure de décrire quel est l'impact de l'aménagement et des installations sur l'efficacité et la sécurité du personnel de laboratoire, de décrire des pratiques prévenant ou réduisant les risques, de lister les équipements de personnel de protection qui devraient être utilisés en routine par le personnel de laboratoire, d'expliquer quelles sont les exigences de sécurité au laboratoire et finalement de décrire les actions à entreprendre en réponse à des cas d'urgence, comme les renversements de produits biologiques ou chimiques ou lors d'incendies au laboratoire. Nous allons débuter par une mise en situation pour illustrer l'importance d'avoir des installations de laboratoire qui sont sécuritaires. Donc, le scénario va comme suit. Votre laboratoire est spécialisé en virologie. Il y a une épidémie de H5N1 dans votre pays et votre ministre de la Santé vous nomme laboratoire de référence pour analyser tous les échantillons. Quels sont les éléments à considérer pour assurer un niveau correct de biosécurité dans votre laboratoire? La réponse à cette question, ce sont les éléments que l'on va aborder durant cette présentation. Donc, comment s'assurer que les échantillons sont gérés et manipulés de façon sécuritaire par tous les intervenants. Les installations et la sécurité, c'est un thème qui est essentiel à la gestion de la qualité dans un laboratoire de biologie médicale ou de santé publique. On voit ici les différents modules qui sont couverts par la formation sur la gestion de la qualité au laboratoire, avec le module bâtiment et sécurité qui se trouve en bas. Évidemment, dans la formation, chaque module est abordé de façon individuelle, mais en réalité, sur le terrain, toutes les notions sont interdépendantes. Par exemple, le personnel et l'équipement utilisés en laboratoire aura un impact sur la sécurité au laboratoire. Un programme de sécurité de laboratoire, c'est crucial pour protéger les vies des employés et des patients, pour protéger l'équipement et les installations du laboratoire et aussi pour protéger l'environnement. Le laboratoire doit être organisé de façon à ce que la charge de travail quotidienne puisse être réalisée sans compromettre la qualité du travail, mais aussi la sécurité du personnel de laboratoire et autres personnels de l'établissement, la sécurité des patients et aussi la sécurité des membres de la communauté. Ce module va décrire les éléments essentiels de la conception d'un laboratoire et les principes de sécurité en laboratoire qui vont permettre de prévenir et contrôler l'exposition aux dangers physiques, aux dangers chimiques et aussi biologiques qui sont inhérents à une pratique en laboratoire. De négliger d'avoir des installations sécuritaires et une pratique sécuritaire peut être très coûteux et pas seulement d'un point de vue financier. Les effets secondaires d'un accident de laboratoire sont, premièrement, la perte de confiance du personnel, ce qui peut avoir un impact négatif sur la rétention du personnel. Par exemple, vos employés qui sentent qu'ils mettent leur santé ou leur vie en danger vont possiblement considérer quitter leur emploi. Ensuite, ça peut occasionner la perte de réputation d'un laboratoire de qualité qui peut avoir des effets négatifs sur l'embauche de nouveaux personnels, la rétention des employés et aussi entraîner la perte de clients qui vont décider d'envoyer leurs échantillons ailleurs si l'option se présente. Finalement, un accident de laboratoire va augmenter les coûts de roulement du laboratoire, que ce soit les primes d'assurance qui augmentent ou de l'argent qui est dépensé pour régler les litiges qui opposent le laboratoire aux gens qui ont été impactés par l'accident, que ce soit des employés ou des patients. Tous les employés d'un laboratoire sont responsables du maintien d'une pratique de qualité et d'une pratique sécuritaire.
Donc, c'est le rôle de chacun de veiller à cela et non pas seulement à un responsable. Dans un laboratoire, il y a 3 niveaux de responsabilité avec des tâches qui sont propres à chaque niveau. Les 3 niveaux sont, premièrement, le directeur de laboratoire, deuxièmement, le responsable de la sécurité et troisièmement, tous les employés du laboratoire. Souvent, les laboratoires sont conceptualisés par des architectes et ou des administrateurs qui ont peu ou pas de connaissance des besoins et du flot de travail dans un laboratoire. C'est donc ici qu'un directeur de laboratoire peut avoir un impact significatif en participant activement à la planification de la mise sur pied d'un nouveau laboratoire et à la conception des installations. Le directeur est aussi responsable d'évaluer tout risque potentiel et d'appliquer les concepts de base d'organisation pour créer un environnement de travail qui est sécuritaire. Finalement, le directeur devrait considérer l'organisation du laboratoire dans son entièreté lorsqu'une nouvelle activité ou une nouvelle technique est développée dans le laboratoire afin que cette dernière s'intègre harmonieusement et aussi sécuritairement dans le flot du laboratoire. Donc ça, c'était pour le directeur. Le second niveau, c'est de désigner un responsable de la sécurité. Cette personne sera responsable de plusieurs choses, entre autres de rédiger une description complète et exhaustive de l'organisation du travail et des règles de base de sécurité. Ensuite, le responsable doit aussi s'assurer que le personnel a la formation appropriée pour chacune des tâches qu'ils effectuent lorsqu'une nouvelle technique ou activité est introduite au laboratoire. Il doit aussi connaître les bases de sécurité et biosécurité lorsqu'un travail avec des agents chimiques ou des pathogènes de bas risque à risque modéré est effectué. Le responsable doit également savoir comment évaluer tout risque potentiel lorsqu'une nouvelle activité est développée au laboratoire. Et finalement, le responsable doit savoir comment réaliser des audits de sécurité. Finalement, au dernier niveau, on retrouve tous les employés de laboratoire. On doit s'attendre à ce que ceux-ci soient familiers avec les procédures et les règles de sécurité de base et ils doivent également comprendre les bases de biosécurité lorsqu'ils travaillent avec des agents chimiques et des échantillons biologiques. De façon générale, tous les laboratoires d'analyse doivent être conçus et organisés pour un niveau 2 ou plus de biosécurité. Le niveau 2 de biosécurité fait référence au travail avec des germes qui représentent un risque modéré pour le personnel. Donc, le personnel peut contracter une infection qui, elle, peut être grave, mais pour laquelle il y a un traitement efficace et ce sont des infections qui peuvent être prévenues. Le risque de propagation de ces germes-là est limité, donc le risque pour la collectivité est faible. Donc, ça représente le niveau 2 de biosécurité. On va maintenant s'attarder à l'aménagement du laboratoire, à commencer par l'accès au laboratoire. Si on parle d'un laboratoire où des échantillons sont prélevés, c'est important de conceptualiser le laboratoire de façon à ce qu'il y ait des voies de circulation différentes pour les patients et pour les échantillons, de façon à ce que les contacts entre le public et les matériaux biologiques surviennent uniquement dans les pièces où les échantillons sont prélevés. Aussi, il faut prévoir que certaines pièces du laboratoire aient un accès restreint où uniquement le personnel autorisé a accès, ce qui inclut habituellement les employés de laboratoire et le personnel d'entretien du laboratoire. On veut que les pièces où survient la manipulation et l'analyse des échantillons aient un accès restreint, tout comme les pièces où sont conservés les agents chimiques et autres matériaux et équipements de laboratoire. Donc, comment est-ce qu'on peut s'assurer que l'accès est restreint seulement aux personnes autorisées? Bien, on peut utiliser des pancartes sur les portes qui signifient que l'accès est restreint. On peut utiliser des serrures également sur les portes et ou des cartes d'identification pour le personnel
qui seraient obligatoires pour entrer dans ces zones. On voit ici un exemple d'un laboratoire où les zones en rose sont les zones où les patients circulent et les zones en vert sont les zones où les échantillons sont manipulés. Donc, on voit en bas à droite la porte d'entrée qui va mener à une salle d'attente. Puis, on a 2 salles de prélèvement et on a une porte ici qui est encerclée en rouge qui va séparer la zone où sont les patients de la zone en vert où les analyses sont effectuées. Donc, cette porte-ci devrait être bien identifiée comme étant à accès restreint, soit par des pancartes, et on peut également ajouter une serrure qui ne pourrait être déverrouillée que par des employés. On voit ici le trajet d'un patient qui va entrer par la réception et va ensuite aller dans la salle d'attente, puis dans les salles de prélèvement et potentiellement à la salle de bain, mais notre patient n'aura pas accès aux zones où les analyses sont effectuées. Donc, c'est très important de garder ces zones séparées. Pour avoir une idée de l'aménagement de son laboratoire, on peut prendre le chemin qui va être suivi par l'échantillon. Faire cet exercice peut permettre d'identifier comment la circulation peut être améliorée afin de réduire les risques de contamination croisée. Donc, lors de l'aménagement, de planifier d'avoir une salle de prélèvement et la réception localisée près de l'entrée du laboratoire permet de sauver du temps et de l'énergie. Pour la zone d'analyse des échantillons, il va être utile d'avoir une zone dédiée au traitement des échantillons, par exemple la centrifugation, et une zone séparée, mais qui va être proche, qui sera, elle, dédiée aux analyses. Donc, zone séparée pour le traitement et pour les analyses. Ensuite, il faut penser au trajet des échantillons dans les différentes sections du laboratoire de façon à minimiser les risques de contamination. Idéalement, les trajets des matériaux de laboratoire propres et des matériaux souillés ne devraient jamais se croiser. Finalement, il faut également réfléchir à la diffusion des résultats. Donc, une fois que l'analyse est faite, il faut enregistrer le résultat, le classer et le rendre disponible aux requérants. Un système de communication efficace doit faire partie de la réflexion lors de l'aménagement d'un laboratoire. Donc, on voit ici le trajet d'un échantillon qui peut soit arriver de l'extérieur si le prélèvement a été fait ailleurs que dans le laboratoire. Et à ce moment-là, cet échantillon va passer par la réception et aller directement dans les zones d'analyse. L'alternative, c'est que les prélèvements soient faits sur place, dans les salles de prélèvement, pour ensuite aller dans les zones de traitement et d'analyse du laboratoire. On voit ici un plan d'un laboratoire où on peut apprécier qu'il y a une séparation des zones, mais que celle-ci demeure tout de même très proche physiquement. Donc, on voit la réception qui est au centre du laboratoire, les salles de prélèvement qui sont à droite et les salles d'analyse, elles, qui sont à gauche. Cette organisation de l'espace, donc d'avoir la réception très proche des prélèvements et des zones d'analyse, va permettre d'économiser du temps et de l'énergie. Lors de la conception d'un laboratoire, l'équipement qui sera utilisé doit être considéré pour 3 raisons. La première raison, c'est l'accès. Donc, si on parle d'un appareil qui est très volumineux, on veut s'assurer qu'il n'y a pas de restrictions physiques qui poseraient problème pour la livraison ou l'entretien de l'appareil. Donc, il faut considérer les portes et les ascenseurs qui pourraient limiter l'accès. Donc, avoir des portes suffisamment larges et potentiellement avoir des ascenseurs si l'équipement est très lourd. La seconde considération, ce sont les sources de courant électrique. Donc, s'assurer d'avoir une source stable et assez puissante pour l'équipement qui sera installé et aussi d'avoir un plan en cas de panne électrique, par exemple une génératrice. Finalement, la troisième considération, c'est la gestion des déchets. Il faut prévoir l'espace pour les contenants à déchets
pour le matériel de laboratoire, mais également prévoir comment seront jetés les déchets liquides. Il faut s'informer des exigences locales et nationales sur les déchets liquides, par exemple les liquides chimiques, pour s'assurer de ne pas contaminer les égouts avec des pathogènes ou des produits chimiques toxiques. On va maintenant s'attarder aux caractéristiques physiques des pièces. Les pièces du laboratoire devraient avoir des plafonds qui sont hauts pour permettre une ventilation adéquate. Les murs et les plafonds devraient être peints avec une peinture qui est facilement lavable et qui est brillante. Et finalement, les planchers doivent également être faits d'un matériel qui est facile à nettoyer et à désinfecter. Maintenant, si on regarde les stations de travail, qu'on appelle aussi les paillasses, elles devraient être constituées de matériaux qui sont durables, qui sont non poreux et qui sont faciles à nettoyer. Donc, un très bon matériel pour ça, si le budget du laboratoire le permet, ce sont les tuiles de céramique pour le dessus des paillasses, parce que c'est un matériel qui est facile à nettoyer et qui résiste aux nettoyants et désinfectants et qui ne va pas se détériorer avec l'usage et les nettoyages. Les matériaux qui sont à éviter, ce sont le bois, qui n'est pas facile à nettoyer et qui va se détériorer avec les nettoyages répétés. Le bois aussi facilite la croissance des contaminants quand il est mouillé ou endommagé. Le métal est également à éviter parce qu'il va rouiller lorsqu'il est nettoyé avec la chlorine. Il est recommandé d'organiser les paillasses selon le type d'analyse qui sera effectuée en planifiant un espace suffisant à la fois pour le travail et pour l'équipement. En microbiologie particulièrement, les paillasses devraient être séparées selon le type de spécimen ou le type de pathogène qui est analysé afin de minimiser les risques de contamination croisée. C'est important que le laboratoire soit nettoyé sur une base régulière et avoir un calendrier de nettoyage va aider à s'assurer que ce soit fait dans les bons délais. Par exemple, il y a 2 ongles qui devraient être nettoyés à tous les jours, soit le dessus des paillasses et les planchers. À chaque semaine, les plafonds et les murs devraient être nettoyés, alors qu'une fois par mois est suffisant pour les réfrigérateurs, les congélateurs et les lieux de stockage. Il est recommandé de maintenir un registre qui va contenir la date du nettoyage et le nom de la personne qui a effectué le nettoyage. On va maintenant passer à la section sur la gestion de la sécurité. Donc, la gestion de la sécurité d'un laboratoire est habituellement la responsabilité du responsable de la sécurité. Dans les plus petits laboratoires, il se peut que ce soit le directeur du laboratoire qui en soit responsable. Les étapes pour la conception d'un programme de la gestion de la sécurité sont les suivantes. Donc, premièrement, le responsable doit s'assurer que le laboratoire a un manuel de sécurité qui va détailler les procédures de sécurité. Le responsable doit également organiser des formations et des exercices pour former le personnel sur les risques potentiels dans le laboratoire et sur les procédures de sécurité. Et finalement, il faut également que le responsable mettre en place une procédure pour l'évaluation des risques, ce qui inclut une évaluation initiale lors de la mise sur pied du laboratoire, puis des évaluations sporadiques qui vont permettre de détecter des problèmes qui seraient à corriger. Le responsable de la sécurité doit s'assurer qu'il y a tout l'équipement de sécurité et de biosécurité nécessaire dans le laboratoire. Cet équipement va inclure l'équipement de protection individuelle sur lequel on va revenir, les extincteurs et détecteurs de feu, des armoires de rangement appropriées pour les produits chimiques toxiques et inflammables, la douche d'urgence ainsi que la douche oculaire, l'équipement pour les déchets et finalement une trousse de premiers soins. Il y a des mesures standards de sécurité qui devraient être rigoureusement respectées dans un laboratoire.
Ces mesures vont inclure les suivantes. Premièrement, d'avoir un accès restreint au laboratoire. Donc, seulement les personnes autorisées peuvent y entrer, ce qui fait qu'il ne devrait pas y avoir de visite d'amis, d'enfants ou d'animaux. Une autre mesure de sécurité standard, c'est le lavage des mains, qui devrait être effectué après avoir manipulé des matériaux infectieux, après le retrait des gants et avant de quitter le laboratoire. Il faut aussi utiliser les espaces de travail appropriés. Par exemple, être sous une hotte biologique lorsque du travail avec des agents toxiques, infectieux ou une substance à risque d'éclabousser est effectué. Il faut également entreposer les agents chimiques adéquatement, décontaminer les surfaces de travail quotidiennement et s'assurer de l'utilisation de l'équipement de protection individuelle, ce qui va inclure les gants, le masque, la visière, les lunettes et le sarrau. Notre mesure standard, c'est qu'il ne faut pas manger, boire ou fumer. Dans le laboratoire, il ne faut pas manipuler de lentilles cornéennes ou mettre du maquillage dans le laboratoire. Il ne faut jamais, jamais pipoter avec la bouche et il faut interdire le port de sandales ou de chaussures qui sont ouvertes au niveau des orteils. Il est aussi encouragé d'utiliser des icônes de sécurité. Ces icônes sont reconnues internationalement et sont facilement disponibles sur le web et les icônes procurent des avertissements et ou des recommandations pour la sécurité. Par exemple, les icônes en jaune sont des icônes d'avertissement. Par exemple, l'icône qu'on voit ici, c'est un risque de choc électrique. Les icônes avec un cercle rouge avec une ligne diagonale, ce sont des signes d'interdiction. Par exemple, ici, une interdiction de toucher. Les icônes en bleu vont signaler des actions qui sont obligatoires. Par exemple, ici, on signale le port de protection pour les oreilles. Et finalement, les icônes en vert, ce sont des signes d'information de sécurité. Ici, on a le signe qui va indiquer une sortie de secours. On va passer à la section de l'identification des risques. Donc, pourquoi est-ce que le directeur d'un laboratoire doit faire une évaluation des risques dans son laboratoire? Il doit le faire pour réduire les risques aux employés de son laboratoire. Les blessures chez les employés de laboratoire peuvent être dues à une blessure physique, due à un agent chimique ou due à un agent biologique. Donc, on va passer à travers ces trois catégories. Les accidents et les blessures dans un laboratoire vont provenir de diverses sources, notamment la manipulation d'aiguilles, d'objets tranchants ou de verres cassés, l'aspiration avec des pipettes, ce qui, encore une fois, ne devrait jamais être fait, les morsures ou les griffures d'animaux dans un contexte de recherche et aussi le renversement de produits chimiques. Ici, on a un graphique qui va démontrer le type de blessures physiques retrouvées chez les employés de laboratoire. Donc, on voit qu'une grande partie des blessures, ce sont des lacérations et des blessures musculo-squelettiques. L'équipement de laboratoire est une source significative de blessures potentielles aux employés. Il est donc très important que les employés soient bien formés sur l'utilisation de cet équipement spécialisé, ainsi que sur les procédures de sécurité qui entourent l'équipement, l'utilisation de l'équipement. Les aiguilles, le verre cassé et les objets tranchants doivent être manipulés et jetés de façon appropriée afin de prévenir les risques de blessures et d'infections au personnel de laboratoire, mais aussi au personnel d'entretien du laboratoire, donc particulièrement ceux qui ramassent les déchets. Les précautions de base à suivre sont de ne jamais recapuchonner les aiguilles parce que c'est non nécessaire avant d'en disposer, de toujours utiliser des récipients résistants aux perforations et aux fuites pour disposer des objets piquants et tranchants,
Il faut utiliser des récipients spécifiques pour ces déchets qui auront la mention qu'ils contiennent des objets piquants et aussi la mention biorisque si c'est le cas. Et finalement, il ne faut jamais manipuler le verre cassé directement avec les mains. On a ici une photo d'un plan de travail en laboratoire. Et donc, pouvez-vous identifier les erreurs qui pourraient engendrer des blessures? Donc, je vous laisse quelques secondes pour regarder l'image. Donc, premièrement, on a des déchets piquants qui ne sont pas dans un contenant approprié. Ensuite, on a un employé qui manipule un échantillon sans porter de gants. Ensuite, nous avons une aiguille souillée qui a été retirée de la seringue, ce qui ne devrait pas être fait. Et en plus, elle n'a pas été déposée dans un contenant approprié, mais traîne sur la paillasse. Et finalement, on a une seringue avec une aiguille qui est déposée sur le plan de travail et qui est décapuchonnée, ce qui est un risque également pour les piqûres. Maintenant, si on regarde les risques chimiques, l'exposition aux produits chimiques qui sont présents dans un laboratoire pose un risque évident pour les employés. Pour prévenir les risques, il est important que les substances chimiques soient bien stockées dans des espaces dédiés qui sont bien ventilés et que les produits qui sont inflammables soient stockés dans des armoires à cet effet qui sont résistantes au feu. Les voies par lesquelles les produits chimiques peuvent entrer dans le corps sont par les yeux, l'inhalation de micro-gouttelettes, l'absorption à travers la peau et l'ingestion. L'ingestion est habituellement due à des mauvaises pratiques d'hygiène, comme par exemple manger ou fumer dans le laboratoire. Les fiches de données de sécurité du matériel, qui est abrévié MSDS en anglais pour Material Safety Data Sheet. C'est une fiche qui détaille les informations sur les risques et les précautions à prendre avec un produit en particulier et qui sont obligatoirement envoyés avec les produits chimiques. Des exemples d'informations qui sont retrouvées sur cette fiche sont l'inflammabilité du produit, les risques pour la santé d'une exposition au produit et l'équipement de protection recommandé pour la manipulation du produit. Donc, ces fiches sont très importantes et devraient être disponibles à tous les employés qui manipulent les produits chimiques et ces fiches devraient être localisées près de l'endroit où le produit sera stocké et utilisé. Finalement, on a les risques biologiques qui font référence aux infections acquises en laboratoire, qui ne sont pas si rares que ça. Donc, dans le tableau qu'on voit ici, ça démontre les infections acquises par le personnel de laboratoire, les plus fréquentes aux États-Unis de 1979 à 1999. Donc, on voit qu'on a toute une variété d'agents infectieux avec la tuberculose qui est en tête. Les aérosols et les gouttelettes sont les sources principales de contamination qui peuvent survenir sur une très longue distance. Conséquemment, le blocage de la diffusion des aérosols, c'est la précaution principale à prendre contre ce risque. Donc, il faut s'assurer d'une ventilation adéquate pour éviter la dissémination à l'employé, mais aussi prévenir la dissémination au-delà de l'espace de travail et potentiellement dissémination dans tout le laboratoire. On voit ici un tableau avec différents pathogènes qui ont infecté de multiples personnes au laboratoire et ce, sur de très grandes distances. Par exemple, si on regarde la tularemie, elle s'est propagée à partir de boîtes de pétri qui sont tombées, s'est disséminée sur 23 mètres et a infecté 5 personnes. Donc, il faut toujours garder en tête que lors d'un incident, ce n'est pas seulement la personne qui manipule l'agent infectieux qui est à risque, mais potentiellement également tous les employés de laboratoire.
On va maintenant regarder l'équipement de protection individuelle. Donc, les employés de laboratoire peuvent être infectés dans leur milieu de travail, principalement, comme on a vu plus tôt, par l'inhalation d'aérosols, par inoculation percutanée, par exemple par une piqûre d'aiguille souillée, par le contact entre la membrane muqueuse et du matériel contaminé, par exemple par la voie oculaire, ou finalement par une ingestion accidentelle. Pour réduire ces risques, il est donc impératif que le personnel ait accès à l'équipement de protection individuelle et qu'il soit formé sur leur utilisation. Pour les laboratoires de niveau 1 et 2, l'équipement suivant doit être disponible au personnel. Tout d'abord, un sarrau devrait être porté en tout temps. Les blouses jetables peuvent être requises dans certaines situations, par exemple la manipulation d'un pathogène qui est hautement dangereux. Ensuite, les gants devraient également être disponibles en tout temps. L'utilisation efficace des gants doit suivre deux grands principes. Premièrement, il faut toujours retirer les gants lorsqu'on quitte notre espace de travail pour éviter de contaminer d'autres surfaces, par exemple les poignées de porte, des crayons ou autres. Deuxièmement, il ne faut jamais réutiliser des gants. Donc, il ne faut pas tenter de les laver ou de les décontaminer, mais il faut les jeter après leur utilisation et utiliser une nouvelle paire de gants si nécessaire. Le prochain équipement, ce sont les lunettes ou l'écran facial. Donc, il n'est pas rare que lorsqu'un contenant d'échantillons de patients est ouvert, qu'il y ait des gouttelettes qui soient projetées. La protection des yeux et des autres muqueuses est donc recommandée pour prévenir le contact avec les gouttelettes. Comme alternative, les contenants peuvent être ouverts derrière un plexiglas ou une vitre. Par exemple, lorsqu'on travaille sous la hotte, nos yeux et autres muqueuses sont séparés de l'échantillon par la vitre. La protection oculaire doit également être portée lorsque des liquides dangereux, donc les liquides chimiques, sont manipulés. Prochain équipement, ce sont les masques qui vont protéger les muqueuses de la bouche et du nez des éclaboussures. Et finalement, un casque de protection auditive peut être requis pour la manipulation de certains équipements bruyants. Les laboratoires doivent avoir des procédures en place pour que les employés sachent comment gérer les accidents et les urgences. Lorsqu'on parle de renversement de produits chimiques, on peut avoir des renversements mineurs et des renversements majeurs. Un renversement sera considéré comme mineur si la personne qui a causé le renversement est familière avec le produit chimique, connaît les risques associés au produit et sait comment nettoyer le renversement. Lors d'un renversement mineur, l'employé doit tout d'abord avertir les autres employés du laboratoire, puis procéder à nettoyer le renversement avec les produits appropriés. Il faut aussi s'assurer que le matériel utilisé pour nettoyer le renversement est jeté au bon endroit. Tout accident autre que mineur et qui va nécessiter l'aide extérieure pour le nettoyage va constituer un renversement majeur. Pour la gestion de ce type de renversement, il faut aussi commencer par avertir les autres employés, puis se déplacer dans un endroit sécuritaire avant d'avertir les autorités compétentes qui pourront nettoyer le renversement. Lors de renversement de produits biologiques, les étapes suivantes doivent être suivies. Premièrement, isoler la zone contaminée. Ensuite, avertir les autres employés et mettre l'équipement de protection individuelle approprié si ce n'est pas déjà fait. On va par la suite mettre du papier absorbant sur le renversement pour nettoyer et absorber le gros du liquide et ensuite mettre du désinfectant sur le papier et laisser le tout macérer pendant environ 20 minutes. Après 20 minutes, il faut retirer les papiers absorbants et nettoyer la surface avec soit de l'alcool ou de l'eau et du savon. Finalement, ne pas oublier d'avertir le superviseur du renversement.
Certains liquides qu'on retrouve dans les laboratoires peuvent créer des feux s'ils sont proches d'une source de chaleur. Donc, tous les employés de laboratoire devraient être formés à utiliser un extincteur de fumée. Évidemment, des extincteurs devraient être disponibles dans le laboratoire et devraient être inspectés à chaque année et remplacés au besoin. Donc, en résumé, lorsqu'un laboratoire est aménagé ou lorsqu'on tente d'optimiser l'organisation du travail d'un laboratoire, il faut s'assurer que les échantillons et les patients ont des voies de circulation séparées. Pour le tester, on peut faire l'exercice de prendre le chemin d'un échantillon qui voyage à travers tout le laboratoire, de la phase préanalytique à la phase analytique et finalement post-analytique, et voir si certaines étapes peuvent être optimisées. Dans les zones de travail du laboratoire, il faut s'assurer que la ventilation est adéquate et que les surfaces de travail sont faciles à nettoyer et désinfecter. Pour s'assurer que le laboratoire est sécuritaire, il est important de désigner un superviseur responsable qui pourra s'assurer que le laboratoire a un manuel de sécurité et des procédures à jour. Le superviseur devra également s'assurer que le personnel est formé adéquatement, que l'évaluation des risques est faite sporadiquement et finalement que l'aménagement du laboratoire est optimisé. Le message clé de cette présentation, c'est que de négliger la sécurité dans un laboratoire coûte cher. Le coût, comme on a vu, est non seulement réel en termes de dollars, mais également humain en mettant la santé et la vie des employés en danger. C'est donc primordial de s'y attarder. Et c'est ce qui met fin à ma présentation.